autour de la transition qui reçoit à l'instant même son invité du jour, honorable docteur Jean-Paul Cotembe-Duno, qui est docteur en droit public de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cette célèbre université, vous le savez, française, au sein de laquelle notre invité a été doctorant contractuel chargé d'enseignement attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Honorable docteur Jean-Paul Cotembe-Duno a été élu, c'est une précision importante à faire, 2 fois de suite représentant des doctorants au sein du département de droit comparé de l'école doctorale de la Sorbonne. Notre invité est titulaire d'un master 2 en droit comparé de l'université Paris 1 de la Sorbonne, d'un master en décentralisation, un master 2 en décentralisation et en relations internationales à l'université Jean Moulin Lyon 3. Dr Jean-Paul Cotembe-Duno est aussi détenteur d'une maîtrise en droit public à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia, d'où il est sorti major de sa promotion. C'est une précision aussi qu'il faille apporter. Et il est aussi, il faut rappeler, avocat et donc membre du barreau de Guinée. Et comme vous le savez, notre invité est aussi rapporteur de la commission Constitution, lois organiques et organisation judiciaire du CNT. Honorable docteur Jean-Paul Cotembe-Duno s'intéresse particulièrement aux questions relatives aux droits miniers et aux droits constitutionnels. Il y a quelques jours, il vous souviendra qu'il a mis à la disposition des lecteurs un chef-d'œuvre intitulé Les politiques juridiques des États d'Afrique de l'Ouest en matière de contrôle des sociétés minières, une œuvre qui est en réalité, il faut le rappeler, la résultante de, bien sûr, sa thèse de doctorat soutenue le 25 janvier 2024. Tenez-vous bien, à l'issue de cette soutenance, honorable docteur Jean-Paul Cotembe-Duno a reçu les félicitations du jury à l'unanimité avec autorisation de publier la thèse en l'état. Aujourd'hui donc, cette œuvre est disponible dans les rayons de bibliothèque au grand plaisir, bien sûr, des lecteurs, surtout du monde académique, parce que c'est une œuvre, et vous allez le constater au cours de cette émission, qui intéresse beaucoup plus bien les spécialistes en droit, mais aussi tous ceux qui sont curieux, qui veulent savoir un peu sur les questions relatives à la gestion des ressources minières dans la sous-région ouest africaine. En tout cas, c'est un chef-d'œuvre que nous aurons l'opportunité, le grand honneur de découvrir ensemble, les grandes lignes dans cette émission autour de la transition. Alors, honorable, bonjour et merci de répondre à l'invitation une fois encore de la radio et de la télévision parlementaire. Bonjour M. Diallo, bonjour M. Barry. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter au-delà de ce que j'ai dit déjà, parce que vous avez quand même plusieurs casquettes, vous avez un parcours académique enviable et vraiment qui est une référence pour la jeune génération. Ce n'est pas de la démagogie, c'est une réalité. Vos prestations en plénière en disent long sur ce que vaut l'honorable Jean-Paul Cotembe-Duno. Ce n'est pas évident de parler de soi, mais qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, honorable? Merci beaucoup, M. Yallo. Peut-être pour l'essentiel, puisque vous avez parlé des diplômes essentiels, j'ai passé le Master 1 à l'Université Lumière de Lyon, en droit public. Okay. Et j'ai aussi été major à la Sorbonne, parce que vous avez évoqué le diplôme de droit comparé. Et c'est ce qui m'a effectivement permis d'être éligible à passer les grandes auditions pour éventuellement, parce que généralement ça se passe entre major de promotion ou éventuellement deuxième de promotion à la suite du master recherche. Et puis vous passez des auditions pour éventuellement chercher à accéder aux primes d'excellence. Comme ça, vous êtes en thèse de doctorat, vous êtes payé pour. Et surtout, vous avez un contrat pédagogique qui vous permet d'être prioritaire pour l'enseignement en tant que chargé d'enseignement avec un contrat de droit public. Donc c'est ce qui m'a permis d'être contractuel, doctorant contractuel chargé d'enseignement. Ça veut dire que je suis salarié de l'université, mais sous un régime de contrat public, pas de vacataire. Et ensuite, à la suite de ces 3 ans, il y a aussi, vous passez d'autres auditions pour voir est-ce que vous pouvez être attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Et c'est ce qui s'est passé en 2018. Et ça aussi, ça continue jusqu'en 2021, 3 ans. Quand on sort majeur de sa promotion, quand on sort majeur de sa promotion à la Sorbonne, et on accepte de rentrer en Guinée pour servir le pays, ça quand même, ça aussi c'est un détail intéressant de patriotisme quelque part. Sinon, vous auriez pu continuer dans cette prestigieuse en tout cas, il y a des perspectives. D'ailleurs, je salue l'immensité de nos compatriotes
qui travaillent à l'étranger. Il y en a beaucoup, des milliers que moi je connais, qui rentrent souvent nous rendre visite, qui y travaillent parce qu'ils ont eu de la chance avec le boulot en s'efforçant d'avoir des parcours qui ont été quand même salués et ils ont eu des boulots. Donc, que l'on y travaille ou que l'on rentre, je pense que c'est dans l'intérêt général parce que pour l'essentiel, tous qui sont à l'étranger, je pense souvent qu'ils attendent des occasions raisonnables de pouvoir, dans la mesure du possible, travailler aussi pour leur pays. Très bien. Oui, Ahmed Baré. Parler de votre livre, notamment, qui s'intitule ainsi Les politiques juridiques des États africains, des États de l'Afrique de l'Ouest en matière de contrôle des sociétés minières. Alors, première question, quelles sont les motivations profondes pour notamment la sortie de ce livre? Les motivations sont académiques. M. Diallo a rappelé le parcours. Ce livre n'a pas été fait ex nihilo. Il a une histoire, c'est d'abord une histoire académique. En vérité, j'ai fait le mémoire dans le cadre du master de droit comparé sur le droit minier. J'avais choisi un sujet sur les aspects juridiques de la participation des États au capital des entreprises minières. Et donc, à la suite de ce master, de ce mémoire, dans le prolongement, j'ai estimé qu'il était peut-être intéressant de poursuivre en droit minier, mais en tout cas dans la perspective du droit comparé, puisque mon master c'était un master de droit comparé. Et même l'école doctorale, le département c'est le département de droit comparé. Voilà pourquoi j'ai estimé qu'il fallait étendre le sujet, non pas à 2 pays ou 3, parce que souvent ce sont les mêmes ordres juridiques. Si vous prenez ce que fait le Sénégal, la Guinée, la Côte, vous allez voir que c'est à peu près pareil. L'extension à l'ensemble des États d'Afrique de l'Ouest avait des raisons, d'abord des raisons substantielles, parce qu'on sait que souvent les États comme le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone, la Gambie et autres sont rattachés à un système juridique qui est un peu différent du système juridique francophone. Donc la différence des systèmes juridiques peut emporter une différence des mécanismes juridiques. Voilà pourquoi j'ai estimé qu'il fallait étendre le sujet à l'Afrique de l'Ouest. Et au-delà de ces considérations, il y a aussi que nous avons au sein de cette Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'UEMOA, et même beaucoup d'États de membres de l'OADA. Donc, ça veut dire que les logiques régionales aussi s'imbriquent du coup avec des logiques nationales. Alors, j'ai estimé que ça devenait intéressant, d'une part, de pouvoir confronter lato sensu, les réglementations minières, les législations minières, les conventions minières négociées par tous ces États, qu'ils soient francophones ou anglophones, et malgré toutes les différences du système, mais aussi de confronter les réglementations régionales aux réglementations nationales. Je sais que j'ai déjà beaucoup parlé de ça, mais ce qui est très intéressant dans votre question, c'est pourquoi finalement j'ai choisi peut-être le droit minier. En vérité, je n'ai jamais eu une obsession particulière ou un attachement particulier pour le droit minier. Je suis un publiciste pur, très attaché au droit constitutionnel, au droit international public, au droit administratif, c'est ma vocation. Mais j'ai estimé, puisque nous avons quand même un État qui est fondamentalement considéré comme avec un exceptionnel potentiel minier, lorsque je quittais Conakry, on entendait souvent les gens dire qu'il n'y a pas assez de spécialistes. Et donc j'ai estimé peut-être qu'il aurait été intéressant de trouver un équilibre entre ma vocation absolue, qui est le droit public pur, et ce que je pourrais être utile pour la République, le droit minier, qui est un secteur dont on sait qu'il est d'importance stratégique. La preuve, jusqu'aujourd'hui, on parle encore des sites miniers qui sont considérés. Voilà comment, d'une part, j'ai eu, avec un peu de chance, le pouvoir et le droit d'enseigner en Master 1 durant 6 ans les travaux dirigés des droits internationaux économiques, droit international public et en première année des droits constitutionnels pour assouvir ma vocation, et d'autre part, axer mes recherches principales sur le droit minier pour être utile éventuellement à mon pays, à supposer qu'on me sollicite pour tel ou tel projet. Oui, l'intitulé quand même de ce livre est assez évocateur. Alors, vous l'avez rappelé, il y a une certaine similarité dans la législation minière dans la sous-région, mais pour des pays comme la Guinée, par exemple, est-ce qu'il y a une certaine spécificité dans la sous-région par rapport à des réglementations au niveau du absolument. Il y a beaucoup de spécificités si on prend par exemple, puisque pour l'essentiel le travail est axé sur deux types de politiques juridiques. D'abord les politiques de contrôle capitalistique et les politiques de contrôle non capitalistique. Si on prend ces premiers aspects sur ce qui concerne en l'occurrence l'actionnariat étatique, on voit par exemple que la Guinée a ceci de spécifique que la participation que l'État prend en contrepartie du titre minier attribué à une société est à 15%, alors que dans l'essentiel des États ouest-africains, c'est 10%. Si cet aspect, il faut saluer quand même les autorités au moment de la négociation du code minier qui ont quand même eu l'audace de lever... et cette participation est qualifiée habituellement dans toutes les réglementations africaines de gratuite.
Et moi, je qualifie ça dans la thèse de doctorat de participation souveraine pour des raisons que vous pouvez voir avec une justification objective. Alors, pour la sortie ou la présentation officielle notamment de ce livre, vous avez choisi l'Université Générale Lansana Conté Symphonia de Conakry. D'abord, première question, pourquoi le soir de Symphonia? Et deuxièmement, quel est le message que vous voudriez passer à l'occasion, à travers ce soir, non seulement aux étudiants et aux futurs professionnels de droit? D'abord parce que tout a commencé officiellement dans une université, la Sorbonne. J'ai estimé que par cohérence, tout devrait finir dans une université, Symphonia. Ensuite, parce que l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia, c'est mon université d'origine. Et je salue au passage tous les gens qui m'ont enseigné à l'Université de Symphonia de la première année en 4e année, y compris celui qui est l'actuel doyen de faculté, qui m'a enseigné le droit international public, y compris M. Tolno, Jean-Michel, docteur Michel Jeannet Tolno, M. Alpha Ibrahima Diallo. Ils sont nombreux. D'ailleurs, c'est une grosse erreur de commencer à les citer, puisqu'ils sont tellement nombreux. Les gens Moussa Sovogui, l'ancien Silla, que vous connaissez, les grands avocats, ils sont très nombreux. Et donc, j'ai estimé que c'est d'abord mon université d'origine, et d'ailleurs, pour la petite histoire, jusque-là, depuis mon retour en Guinée, j'enseigne à Symphonia. Oui, malgré notre boulot institutionnel, j'enseigne là-bas tous les samedis depuis 3 ans. Et donc, j'y connais tout le monde à peu près, en tout cas tous les gens qui y enseignent, parce qu'ils m'y ont enseigné. Et ce sont des gens qui nous prennent avec, en tout cas qui ont un rapport d'encadrement continu, au-delà même du fait que désormais on n'a pas de rapport pédagogique, mais ils nous prennent comme leurs petits frères à l'africaine, ils nous encadrent. On se sent bien entouré dans cette université. C'est lui qui était l'ancien doyen de faculté, professeur Alpha Abdoulaye Diallo, c'est quelqu'un de très sympa, qui était très proche. L'actuel, alors lui, a été comme un grand frère. Donc, pour toutes ces raisons, j'estime que, et pour des raisons objectives, ça commence dans une université, ça finit dans une université, et au surplus, une université qui est celle qui m'a formé sur les fondamentaux du droit avant que nous ayons la chance d'aller poursuivre à l'étranger. Je l'annonçais à l'entame de cette émission, ce livre, moi je le considère comme un chef-d'œuvre qui naturellement va intéresser le monde académique. Est-ce que le choix aussi de Symphonia ne pourrait pas être motivé entre autres par ça? Et qu'est-ce que vous espérez voir en termes d'issue par rapport à ce livre? Est-ce que cela pourrait intéresser les étudiants en droit et qui s'intéresseraient plus spécifiquement aux questions minières dans la sous-région? Moi j'aime bien que vous me relanciez parce que finalement vous m'avez aidé, puisque c'était le 3e point et parce que c'est une raison objective. Pour quelqu'un qui a une vocation académique, parce qu'au final, comme je vous l'ai dit, pour nous autres, travailler au CNT, c'est comme une parenthèse institutionnelle, parce que la vocation réelle, celle qui m'anime matin, midi et soir, c'est un jour de devenir professeur agrégé et donc de pouvoir être continuellement un professeur de rang magistral. Et donc, si je crie quoi que ce soit, a fortiori quelque chose qui a été accrédité, parce que vous l'avez dit, l'université, j'ai eu les félicitations du jury à l'unanimité, et avec une autorisation de publier en l'état. Donc, j'estime que la destination principale, c'est d'abord l'université. Et d'ailleurs, je salue au passage le recteur de l'université de Symphonia, le professeur Lama, qui a pris beaucoup d'exemplaires destinés à la bibliothèque de Symphonia. Et donc, ça, c'est une raison objective. Rester dans une perspective académique, je trouverais désincarné que j'ai pu recourir à notre magnifique salle du CNT pour un tel travail ou à une salle de conférence d'un hôtel, parce qu'en fait, la vérité, c'est à l'université que j'estime, et d'ailleurs, comme vous l'avez peut-être pu voir, je salue mes amis qui ont fait un excellent travail de présentation, de lecture systématique du livre et de présentation corrélative. Je pense à Dr Khalil Aïssata Keita, qui était là, vous le savez, à Dr Oumar Totia Barry, qui est l'homme, M. Sciences Po Mines de Guinée, et ensuite Sidiki Kamara, doctorant en France à l'Université de Lille, qui ont fait une lecture systématique, rigoureuse, et qui ont présenté quelques éléments parce qu'ils ont estimé qu'il ne fallait pas non plus dire tout ce qui est là-dedans. Donc, voyez-vous, cette perspective académique, et je salue aussi toutes les personnalités extrêmement importantes, très occupées du pays, qui sont massivement venues assister à la séance de présentation le 17 mai. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait dire principalement des faiblesses communes aux politiques juridiques des États de l'Afrique de l'Ouest en matière également de contrôle des sociétés minières que vous mettez en lumière dans votre livre? Il y en a beaucoup. Franchement, pour vous dire la vérité, du début à la fin, j'essaie de faire
un regard global. Mais on peut, par exemple, considérer qu'il y a, pour le premier aspect, ce qui est souvent qualifié de dumping réglementaire. Il y a une tendance depuis maintenant très longtemps entre les États de se faire une compétition au rabais. C'est-à-dire que, alors qu'ils auraient pu s'entendre dans des espaces régionaux pour durcir des réglementations afin de maximiser le profit qu'ils auraient pu tirer de l'exploitation de leurs ressources, ils préfèrent se faire une compétition au rabais en termes de fiscalité, par exemple beaucoup d'incitations fiscales, beaucoup d'exonérations fiscales, beaucoup d'exonérations douanières, beaucoup de clauses d'attribution absolument déraisonnables de contrôle aux entreprises minières dans les conventions, beaucoup de clauses de stabilisation, parfois sur des durées déraisonnables. La liste est longue, mais pour quiconque lira le livre qui est intitulé, je le répète, peut-être que ça c'est une perspective de marketing, les politiques juridiques des États d'Afrique de l'Ouest en matière de contrôle des sociétés minières, il y trouvera beaucoup d'éléments qui démontrent quand même qu'il y a quelque chose que les États ils devraient le faire inversement, peut-être s'associer. Dans les années 60, ça a existé. Hein, beaucoup d'associations internationales dans le domaine de la bauxite, ainsi de suite, pour, comme vous savez, pour ce qui concerne par exemple le pétrole, vous savez qu'il y a des organisations. Ils se rassemblent pour faire en sorte de maximiser, n'est-ce pas, de coordonner leurs efforts en vue de profiter au maximum. Mais nous, on a tendance souvent à faire une compétition. Justement, ce que vous dites, honorable, c'est tellement important parce que je me souviens, je crois bien en 2011, le code minier a été révisé en Guinée et les gens ont estimé, les spécialistes en la matière ont estimé que l'État guinéen a été suffisamment gourmand en rehaussant voilà, certaines spécificités liées justement à la question de la taxation et ainsi de suite, au point que le code a été aussi revu pour créer des conditions d'attractivité des multinationales qui pourraient s'intéresser à la Guinée dans le cadre de l'exploitation. Donc la Guinée a revu à la baisse un peu ses ambitions par rapport au profit que ce secteur minier pourrait générer pour attirer les investisseurs. Est-ce que c'est de cette question que vous parlez? Oui, par exemple, c'est un exemple illustratif. Comme vous l'avez dit, 2011, maintenant 2013, parce qu'il y a eu une réforme en 2013 pour extirper, en tout cas atténuer certaines mesures. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que tout à l'heure, quand vous m'aviez posé des questions sur des spécificités guinéennes, je vous ai donné la participation de 15%. Voilà, c'est une forme de tradition guinéenne, comme ça, de trouver des petites spécificités qui nous arrangent. Et là, en 2011, effectivement, il y a eu beaucoup de mécanismes, même en termes de pouvoir de régulation, même en termes de droits des communautés et autres, en termes environnementaux. Maintenant, on a été obligé de réviser tout ça un peu en 2013, parce qu'en fait, en temps, il y a la Sierra Leone à côté, le Libéria, qui ont maintenu intact leur réglementation. Et conséquence, les investisseurs vous disent tout de suite, non, mais vous avez des contraintes majeures, alors que vous êtes dans une situation parfois même moins stable que les autres pays qui sont plus attractifs. C'est pour ça, en fait, que l'apologie de l'attractivité de l'investissement, cette apologie doit peut-être être canalisée. Je ne crois pas que le rabaissement à outrance du profit que nous aurions dû gagner c'est pas la bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'impact social et environnemental, lui, n'est pas négocié. Parce que quand il y a les investisseurs étrangers, l'impact social et environnemental, on le subit de plein fouet. On ne peut pas l'altérer, on ne peut pas le réduire, malgré l'existence, bien sûr, ex-ante des études d'impact environnemental et social, malgré l'existence de contrôle continu, malgré l'exigence de la restauration des sites. Vous et moi savons que ce n'est pas toujours mis en application. Et donc, si d'une part, on réduit à outrance ce qu'on aurait pu gagner sur le plan fiscal, sur le plan douanier, sur le plan de l'obligation de contribuer au développement local, sur le plan de l'emploi, sur tous ces plans, parce que vous savez qu'il y a même des quotas d'emploi. Mais si on ne les met pas en œuvre d'une part, ou qu'on réduise de manière absolument déraisonnable sur le plan juridique les profits qu'on doit tirer, sous prétexte qu'il faut forcément attirer les investisseurs, il y a quelque chose qui est absolument déraisonnable. La conséquence, c'est qu'il vaut peut-être mieux, dans les espaces régionaux, s'entendre, rehausser, et puis comme ça, on laisse le soin aux investisseurs. Soit ils investissent, soit ils n'investissent pas. Or, vous et moi savons qu'ils investissent. Tout à fait, tout à fait. Ils ont beaucoup plus à gagner d'ailleurs. Alors, selon vous, quels sont les exemples aujourd'hui, que ce soit dans le domaine notamment des politiques juridiques qui vous semblent plus efficaces et plus prometteuses dans la région pour assurer un meilleur contrôle également des activités minières? D'abord, beaucoup de choses. Là encore, il y a beaucoup d'exemples.
entre nous, ce qui est classique, c'est qu'aucun projet minier ne commence, sans, par exemple, qu'il y ait une étude d'impact social et environnemental. Ces droits existants et qui existent de manière incontestable est une qualité. C'est peut-être une réglementation de qualité que de prévoir ce genre de mécanisme. Parce qu'au final, le sous-entendu, c'est de voir est-ce que ce projet n'est pas fondamentalement attentatoire ou n'est pas plus attentatoire aux intérêts de la communauté ou à l'environnement que l'utilité de la réalisation du projet. Effectivement. Le problème, c'est que l'étude d'impact social et environnemental est ex fictione juris considérée maintenant par l'administration et par les investisseurs comme une forme de formalité. Alors que... Voyez-vous, quelque chose qui est à la base extrêmement utile devient quelque chose qui ne sert à rien. Si vous lisez, le discours n'est pas un discours révolutionnaire, c'est un discours technique de la présentation des mécanismes et de l'identification de leurs anomalies. Vous verrez qu'effectivement, il y a un problème. Deuxièmement, sur le plan du contrôle, sur le même plan de l'évaluation de l'impact, l'exigence de la restauration des sites miniers à la suite de leur exploitation, c'est une impeccable idée aussi. Vous exploitez parce que vous savez, vous allez... dégrader l'environnement. Voilà. Après, vous restaurez et puis on vous donne un cutis qui prouve, oui, vous êtes... Mais le problème, vous et moi savons qu'à la suite de l'exploitation, d'abord, les études minières sont attribuées sur des durées relativement longues, les conventions minières pareilles. Et donc, si tout ça n'est pas suivi, et c'est le cas en général, ce n'est pas suivi, là encore, un mécanisme qui est considéré comme utile à la base devient déraisonnable. L'autre chose, c'est l'existence dans certains... Parce que, attention, la thèse ne traite pas de la Guinée. Oui, effectivement, oui. Traite de l'Afrique de l'Ouest. Vous trouverez dans certains pays la généralisation de ce que moi, d'abord, je qualifie ça de clause d'agrément inconditionnel. Vous savez, en général, ce qui se passe, c'est que on va, par exemple, dire, si M. Koïla Diallo veut céder ses actions, il est obligé d'avoir l'autorisation préalable de l'État, donc du ministre des Mines. Il y a des réglementations qui vont dire non, ce n'est que lorsque la cession atteint 50%. Moi, je dis, ça, c'est pas bon. Parce qu'au final, si Koïla n'a pas envie de se soumettre au contrôle étatique, il est en mesure de dire, non, comme c'est 50%, je cède d'abord une première fois 25, une deuxième fois 25. Ça veut dire que je contourne le contrôle étatique avec une répétition de cession. Bref, je ne peux pas le dire mieux. D'ailleurs, vous savez, dans le monde académique, on considère qu'il est toujours plus simple de lire, parce que là, le raisonnement est consistant, précis. Mais là encore, il y a beaucoup d'États qui quand même généralisent le contrôle à tout type de cession d'action, quel que soit le cessionnaire, quel que soit le cédant. J'appelle ça le contrôle, les clauses d'agrément inconditionnelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition de seuil. Et ça, c'est intéressant parce que nul ne peut donc contourner le seuil pour céder ses actions, alors que dans beaucoup d'États d'Afrique de l'Ouest, en général, on met le seuil à 50%. J'ai appelé ça les clauses d'agrément conditionnelles. Et j'estime qu'il vaut mieux abandonner ça pour passer à... Tout à fait. Il y a beaucoup de propositions. Il y a une centaine de propositions dans tout le livre, des propositions nouvelles, des propositions de conceptualisation nouvelle. Comme je vous l'ai dit, le passage de la participation souveraine à la participation, et la participation dite gratuite à la participation souveraine. La notion de conversion conditionnelle, elle existe, c'est moi qui la propose. Conversion inconditionnelle. La conversion conditionnelle pour nos téléspectateurs, ça renvoie à quoi? Par exemple, vous avez un permis de recherche, il y a une réglementation qui va dire, dès que vous découvrez la matière, un site, un gisement qui comporte suffisamment de ces ressources, vous avez droit au titre d'exploitation. Je qualifie ça de conversion inconditionnelle. J'estime que ce n'est pas dans l'intérêt de l'État. Parce que l'entreprise peut avoir valablement les compétences requises, les capacités requises pour mener les recherches, sans avoir les capacités requises pour mener l'exploitation. Et donc, il y a aussi que certaines réglementations peuvent, entre la phase de recherche et la découverte du jugement, instaurer une exigence de détermination, d'évaluation de la nécessité ou pas d'attribuer à celui qui a découvert. Mais si on ne lui attribue pas, on propose, puisque dans la réglementation, et je salue cela, qu'on l'indemnise, puisque c'est lui qui avait le titre de recherche. Tout ça ne plaît pas aux investisseurs, mais c'est peut-être bien pour l'intérêt de l'État d'apprécier que le titulaire du permis de recherche non seulement aurait des capacités pour exploiter le jugement, qui est peut-être plus grand, mais surtout le plus intéressant dans ma perspective, c'est que le titulaire, M. Barry, du permis de recherche, qui n'a déjà pas exécuté ses obligations avec bonne foi, si vous lui attribuez le droit d'avoir le droit
d'exploiter. Ce n'est pas une tautologie. Il peut... Parce qu'il y a l'espoir d'avoir le droit d'exploiter. C'est ce que je qualifie de conversion conditionnelle, parce qu'on donne à l'État du coup le droit d'apprécier si on attribue ou pas. C'est la loi qui le dit à l'avant et l'investisseur le sait. Mais il y a le droit d'avoir le droit d'exploiter. C'est ce que je qualifie de conversion inconditionnelle. Et ce n'est pas bon parce que le titulaire du permis de recherche qui a découvert le jugement ait été quelqu'un de correct ou pas, vous avez l'obligation de le lui attribuer. Parce que la loi le propose. Donc c'est une générosité un peu excessive. Cette question qui me semble un peu importante, comment évaluez-vous l'équilibre entre l'attractivité, bien évidemment, des investissements miniers et la nécessité d'un contrôle rigoureux pour garantir également les intérêts des États et des populations locales? C'est une question de fond et elle est classique. Il n'y a pas d'équilibre d'abord. C'est vrai qu'on peut entendre le mot équilibre au sens de comment sont les aménagements. Effectivement, parce que même en droit constitutionnel, quand on parle d'équilibre constitutionnel, cela ne signifie pas que les pouvoirs s'équivalent. Le problème, c'est que classiquement, on considère effectivement que les rapports entre investisseurs étrangers et États sont des rapports déséquilibrés. Je vous donne deux exemples. Peut-être un exemple majeur. Le premier, c'est qu'en réalité, lorsqu'un investisseur américain est en Guinée ou un investisseur britannique vient est intéressé par l'exploitation des mines en Guinée, celui-ci, il sait qu'il y a un code minier qu'il a lu et il négocie, il cherche à avoir un titre minier sur la base de ce code minier. À la suite de l'accession à ce titre, il essaye de négocier une convention minière. Mais en fait, il se trouve qu'avant, il y a déjà un traité bilatéral, une convention internationale qui lie la Guinée avec son pays. Une convention de protection et de promotion des investisseurs. Oui. Le problème, c'est qu'en fait, lui, télescopage, exactement, non seulement il profite de la convention minière conclue directement avec l'État guinéen, convention minière présumée dans la fiction juridique régie par le principe de l'équilibre conventionnel contractuel, c'est-à-dire qu'il a des droits et il est tenu d'obligations. Mais il profite aussi de la Convention internationale, du traité bilatéral de protection et de promotion des investissements, signé par l'État guinéen et son pays d'origine. Mais dans ce traité bilatéral, il n'a aucune obligation, il n'a que des droits. Quelqu'un va nous dire, non, mais l'État guinéen aussi profite parce qu'il a des ressortissants en Grande-Bretagne. Entre nous, il y a combien de Guinéens qui investissent. Vous comprenez? Donc ça veut dire que d'abord sur le plan substantiel, il y a un déséquilibre manifeste. Tout à fait. Et ensuite, sur le plan, je vous l'ai dit, d'abord de nos propres mentalités, on considère que l'attractivité de l'investissement, peut-être, malheureusement, l'emporte sur le profit. Et ce qui est déraisonnable. Parce que ce qui devrait plus nous intéresser, c'est le profit. Ensuite, trouver un équilibre entre comment on fait pour que les gens soient sûrs que quand ils viennent, on ne les spolie pas, mais surtout qu'on gagne beaucoup. Et ça passe par le rassemblement dans les espaces communautaires et régionaux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intégré la dimension régionale en l'étendant à l'Afrique de l'Ouest. Et je considère que l'harmonisation au sein de l'Afrique de l'Ouest est une harmonisation par agrégation de l'état du droit préexistant. C'est une harmonisation qui ne rajoute rien au droit. Ce qui est malheureux. Là encore, si vous lisez le livre, vous trouverez des choses très intéressantes. Alors qu'on aurait pu profiter de cet espace parce qu'il est plus facile de combattre quand il est seul que de nous combattre à trois. Si vous avez besoin de nous tous. La preuve, les Guinéens ont rétropédalé. Mais imaginons l'hypothèse que tous les États ouest-africains avaient élevé les exigences. Et pour fixer les limites. Voyez-vous, les investisseurs auraient le choix entre venir quelque part ou ne pas venir. Tout à fait. Dans tous les cas, les États gagneraient. Oui, à la lumière justement de toutes ces recherches que vous avez eues par rapport à ce thème-là, est-ce qu'il y a eu vous avez en tout cas connaissance d'approches en dehors de cet espace ouest-africain, d'approches attractives que l'espace sous-régional pourrait s'en inspirer quelque part? Oui, sur l'attractivité, nous-mêmes, on dépasse les autres. C'est ça, c'est ce qui est déraisonnable. Parce que nous faisons plus que les autres. Les autres essayent, beaucoup d'autres pays, les États latino-américains en l'occurrence, les États d'Asie du Sud-Est, ils essayent de trouver un équilibre parfait entre l'attractivité de l'investissement international et les profits à gagner. Donc il n'y a pas d'incitation déraisonnable, il n'y a pas d'exonération déraisonnable. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi à ce niveau, honorable, que c'est parce que aussi les pays comme le nôtre n'ont pas le choix, parce qu'il y a le besoin présent de faire face aux enjeux de développement et malheureusement on n'a pas de prérequis en la matière pour pouvoir transformer nous-mêmes nos ressources? En fait, l'argument des investisseurs, c'est de dire que nous sommes instables, que nous craignons, parce que c'est l'argument depuis les années 1960. Avant même les années 1960, si vous voyez que il y a eu la mise en place du Centre international pour le règlement des différends
entre États et ressortissants d'autres États, c'est parce qu'en fait, ils estimaient depuis les années 60, parce que vous savez pour l'essentiel que les États africains sont pour l'essentiel indépendants depuis les années 60, l'accession à l'indépendance a entraîné la contestation du droit international, y compris de l'investissement tel qu'il préexistait. C'est le moment du 12 Third World Approach of International Law. Vous avez aussi entendu parler du nouvel ordre économique international. États africains, États latino-américains luttaient pour réformer le droit international pour que celui-ci prenne en compte leurs avantages, les intérêts, pour ne pas que celui-ci apparaisse comme un instrument de recolonisation alors qu'ils sont officiellement indépendants. Tout à fait. Le problème, c'est comment on s'organise. Eh bien, là, on nous dit on est instable. C'est pour ça que vous verrez, par exemple, que s'ils sont au Vietnam, ils sont dans d'autres pays qui n'étaient pas mieux que nous il y a 30 ans ou 40 ans, ils se soumettent. Parce que ceux-ci considèrent, non, nous, on n'est pas instable. Donc, c'est plus de l'argument de la stabilité politique qui doit, quand nous, on regarde sur nos routes, les pneus qui sont souvent brûlés, matin, midi et soir, avec la fumée, les trucs, ça fait peur. Hein, sur les routes où les trains passent avec, les trucs. Les minerais et tout exactement. ça. Moi, je dis souvent à mes amis, même si ce n'est pas un argument politique, mes amis me connaissent pour ça. Lorsque vous regardez les compatriotes guinéens qui souffrent, parce qu'on sait par exemple qu'en Guinée, les compatriotes, il y a un groupe ethnique qui a la capacité, une forme de capacité ontologique à gérer une petite affaire, un business, jusqu'à devenir un grand monsieur. Oui, effectivement. Eh bien, vous avez compris de quoi je parle. Ils construisent des immeubles sur certaines artères de la Guinée, comme par exemple ce que les Guinéens appellent l'axe. Oui. Eh bien, malheureusement, ils gagnent moins que ceux qui construisent sur la route Lambagny. Justement, parce que... Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas de demandeur. Parce qu'au fait, c'est la même logique, c'est le même scénario. Quelqu'un va dire non, je n'irai pas à cause à Bambeto. Alors qu'il y a quelqu'un, c'est un M. Barry, ou c'est un Kaba, ou un Diallo, ou un Magas, ou un Guilavogui qui a construit. Il a souffert pour construire. Oui, alors mais en fait, s'il construit sur l'axe et il construit à Lambagny, par exemple, à Nango ou à Lambagny, il gagne moins sur l'axe parce qu'en fait, les gens se disent, ceux qui peuvent payer se disent, ah, c'est compliqué. Les gens, je ne pourrais pas sortir quand je veux. C'est la même logique. Donc, ils utilisent ça contre nous pour dire que nous sommes instables. Et donc, même si parfois on est stable, finalement. Tout à fait. Donc, peut-être que nous gagnerions davantage à garantir cette stabilité. La stabilité. À garantir l'indépendance de la justice. Parce que d'ailleurs, pour ça, ils ont réglé le problème. Parce que l'essentiel des conventions minières que les étrangers négocient comporte les clauses de choix des droits applicables. C'est-à-dire qu'ils estiment que le droit qui va s'appliquer aux relations contractuelles, et c'est d'une part le droit guinéen, mais d'autre part le droit international. Soit ils disent d'autre part la jurisprudence internationale, d'autre part la jurisprudence du CIRDI. Ils désignent quelque chose. Ce sont des éléments de sécurité. Absolument. Et d'ailleurs, ils disent qui va trancher. Soit c'est un organe arbitral ad hoc, soit c'est le CIRDI. Ça veut dire qu'il y a quand même un mécanisme de soustraction, n'est-ce pas, des relations contractuelles, de l'ordre juridique interne et leur soumission parallèle à l'ordre juridique international pour éviter tout problème. Donc, ce sont ces logiques qui sont placées. Au regard de tout ça, est-ce que dans votre livre, il y a des recommandations que vous faites notamment à l'intention des décideurs, mais aussi les législateurs des États de l'Afrique de l'Ouest, et pourquoi pas, pour améliorer également ce contrôle dans le secteur minier? Il y a beaucoup de recommandations. Enfin, franchement, la thèse ne servirait à rien si elle se limitait... je lis la thèse parce que pour moi, le livre... elle a résultat. Donc, ce n'est pas un livre désincarné. La publication in extenso. Il faut être très explicite parce que c'est important que les gens sachent que le livre est la résultante de la thèse, du doctorat, encore une fois, qui a bénéficié de l'autorisation d'être publié en l'état. Donc, vous verrez une trentaine de contributions d'abord, de recommandations sur le plan conceptuel. Parce que le débat, parfois, il est psychologique. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas trop vite compris ça. Quelqu'un va vous dire, c'est à vous les mines. Si vous nous donnez le titre, et c'est vous qui dites ça dans votre réglementation, si j'attribue à M. Barry, l'investisseur, le titre minier qui lui permet de mener des activités minières, lui, en retour, est obligé d'accepter que je prenne 10% ou 15% au capital de la société qu'il crée. Mais vous acceptez que votre participation là, vos actions là, s'appellent participation gratuite.
Alors qu'il y a des conséquences, parce qu'il y a la question de la répartition des dividendes, il y a la question de l'investissement postérieur. Évidemment que vous pouvez aussi prendre parfois jusqu'à 25 ou 20% des participations additionnelles où vous payez. Donc pour opposer les participations qui font l'objet d'apport en numéraire, des participations où vous ne payez pas d'argent, mais vous avez mis à disposition vos ressources, on qualifie les premières de participation gratuite. Sur le plan psychologique, ça veut dire qu'il est en train de vous dire l'étranger qui est venu exploiter vos propres mines, c'est-à-dire Barry, dit à Diallo, tes mines, ta participation de 15%, elle n'est pas très valeureuse parce que tu n'as rien donné. Ouais, et c'est gratuit. Tout à fait. Et moi, je dis non, on qualifie ça de participation souveraine. Pourquoi? D'abord parce que l'État exerce sur ses ressources minières une souveraineté qui est permanente. Oui. Résolution des Nations Unies qui est classique, 1803. Ensuite, parce que l'État fixe de manière souveraine et absolument discrétionnaire dans sa réglementation le pourcentage de cette participation. Enfin, parce que l'État définit de manière exclusive le régime dérogatoire au droit commun de cette participation. Donc, j'estime que cette participation est sous le sceau d'un régime dérogatoire global et au surplus soumise à la souveraineté permanente, principe consacré par le droit international de l'État sur ses ressources minières. Est-ce qu'il vaut mieux considérer ça comme une participation gratuite pour aller en faiblesse ou une participation souveraine pour aller en force pour dire, et tout le monde le sait, qu'il appartient à l'État et que celui-ci est juge de la détermination des conditions de la réception, donc de l'admission, des conditions d'attribution du titre minier, de prorogation du titre minier, d'extension du titre minier, d'amodiation, de retrait, d'annulation. Donc c'est l'État qui décide, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, je le précise, l'État a investi du pouvoir de dominium, n'est-ce pas, et d'impérium sur l'investissement minier dans notre pays. Et donc j'estime que, par exemple, sur le plan conceptuel, c'est une proposition que j'ai faite que les prochaines réglementations minières abandonnent le thème de la gratuité des participations pour parler de participation souveraine. Je propose la conversion conditionnelle, la conversion inconditionnelle, l'extension conditionnelle, l'extension inconditionnelle, les clauses de préemption au prorata des participations respectives, les clauses d'agrément conditionnel, les clauses beaucoup de propositions, de recommandations conceptuelles. Je ne vais pas, sur le plan substantiel, ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas la dimension conceptuelle, au-delà de la participation souveraine. Le plus intéressant, c'est que sur chaque étape du processus minier, je fais des recommandations spécifiques. M. Barry, je préfère peut-être que les gens achètent le livre. Oui, effectivement, pour ne pas vendre toute la substance. Parce qu'en fait, il y a des sujets majeurs. Je vous donne un seul exemple. Lorsque vous prenez la question, M. Diallo, lorsque un investisseur sollicite un titre minier quelconque, eh bien, en général, on évalue, on demande, et on cherche à savoir est-ce qu'il a des capacités techniques, financières. Parfois même, est-ce qu'il a de l'expérience requise pour pouvoir mener l'activité. Vous savez ce qu'on évite? C'est la spéculation. Qu'il n'ait un titre minier, il s'en va donner à une banque là-bas pour dire voilà, j'ai un titre minier, donne-moi de l'argent, je vais aller pour parler de manière caricaturale. Oui, effectivement. Je vais aller développer un site en Guinée. Mais en fait, non seulement le monsieur il a le titre minier pour lequel il n'a aucune capacité, il n'a aucun moyen, mais en plus il est allé avoir de l'argent, chercher à avoir de l'argent, mais il n'est jamais revenu en Guinée, monsieur Yallo, pour développer. Pour investir. Vous comprenez? Donc non seulement il a le titre, mais il a eu de l'argent ailleurs, il a fait autre chose avec, mais il n'est pas... Donc pour éviter la spéculation, il y a beaucoup de mécanismes qui sont prévus dans les réglementations minières. On peut voir, quand vous voyez dans un code minier, l'exigence de la limitation du nombre de titres miniers attribués à un même investisseur. Ne croyez pas pour éviter... Le sous-entendu, c'est d'éviter la spéculation. Parce qu'il peut développer certains et ne pas développer d'autres, les placer n'importe ou essayer de les céder par amodiation. Deuxièmement, vous trouverez l'exigence de la limitation des superficies que peut couvrir chaque titre. Vous trouverez aussi l'obligation de commencer l'investissement ou de réaliser un certain investissement dans les premiers 6 mois ou l'obligation de commencer le travail immédiatement dans les premiers 3 mois. Mais dans tous les cas, ce que je dis dans ma thèse, c'est que plus les mécanismes sont définis de manière évasive, moins ils sont efficaces. Et je propose après ce qu'il faut faire pour éviter le contournement. Parce que vous allez par exemple poser que, monsieur Yallo, vous dites seulement dans les premiers 6 mois. Ok, mais je peux commencer le travail dans les premiers 6 mois, après je ne suis pas. Le travail, effectivement. Et donc ça veut dire que j'ai contourné la règle sans avoir été jugé. Sans avoir un frein à la loi. Parce que j'ai fait 6 mois et après je n'ai rien fait. Alors, honorable, ce que vous dites est tellement intéressant. On se retrouverait dans une salle d'amphithéâtre, quelque part à l'université, en tout cas dans le domaine des mines. Vu que voilà, la radio et la télé, c'est le temps, nous sommes talonnés par le temps.
malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Est-ce que déjà, ce que nous recommandons à tous nos téléspectateurs, c'est d'aller acheter ce livre et découvrir toutes ces innovations, tous ces apports aussi intéressants que vous évoquiez tantôt dans cette émission. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes, d'autres sujets que vous comptez aborder? Et ça va être la conclusion dans les prochains jours, parce que déjà, l'homme de la robe, le législateur, le professeur que vous êtes, vient aussi sur le terrain de la littérature quelque part. Oui, d'abord la perspective est académique. Je crois que là, dans les 2 années à venir, je m'efforce à pouvoir passer maître assistant. Parce que vous savez, il y a un processus pour le CAMES pour éventuellement être admissible un jour à passer le concours d'agrégation au CAMES. Et donc, il y a beaucoup de travaux en cours. Beaucoup de travaux. Les travaux d'abord strictement académiques, des articles qui sont en cours. Par exemple, sur la question du précédent constitutionnel de 2020. Vous avez la question de la falsification de la Constitution, c'est en voie de finalisation. Donc j'ai qualifié ça de constitutionnalisme et précédent constitutionnel, étude à partir du précédent constitué par la falsification du texte soumis au référendum. Effectivement, c'est un sujet extrêmement utile. Tout à fait. La deuxième chose, c'est par rapport à un sujet qui se rapporte à la question de l'AES, la question de la dénonciation des traités créant des organisations internationales. Comment, comme ça, le Mali... voilà, quelles sont les conséquences, quelles sont les implications, quelles sont les conséquences, les exigences procédurales. Donc, il y a ces 2 articles qui sont en cours de travail. Pour ce qui concerne le droit minier, il y a un travail extrêmement important qui est en cours aussi sur les concessions minières dans les droits miniers africains. Mais ça va prendre du temps, peut-être 1 an et demi encore, parce que ce qui est intéressant, c'est de ne pas aller trop vite pour dire j'ai tel nombre de livres. Ah oui, il faut... Dans le monde académique, il vaut mieux faire 3 ans, 2 ans sur un livre que quand il apparaît que ce soit utile. Et d'ailleurs, sur cet aspect, sur le livre que pour lequel vous avez eu... Où est-ce qu'on peut le retrouver il est au minimum sur 12 plateformes internationales, ce qui est déjà un excellent boulot qui a été fait par la maison d'édition, des éditions du Panthéon. Ah, ok. J'attendais peut-être 3 ou 4 classiques Amazon et Fnac, mais non, il y en a près de 12 ou 15 sur lesquels ils les ont rendu possible. Pour l'instant, j'ai maintenant peut-être une vingtaine, parce qu'il faut remercier quand même les Guinéens qui ont pris presque tous les 300 que j'ai ramenés en Guinée. Voilà, donc pour dire que le livre, pour celui qui le lit, un chercheur, un étudiant qui fait le mémoire ou quelqu'un qui est intéressé par le ministère des Mines, lorsque vous regardez, et ça a été salué à la soutenance, c'est l'importance du nombre de référents de bas de page. Je passe en revue toute l'histoire du droit minier des États d'Afrique de l'Ouest. De 1812 jusqu'à maintenant, à partir du Senatus Consulte, toutes les réglementations, y compris de l'AOF, de l'AEF, tout est là. Comment on sait en Guinée quelle est la première réglementation, quelle est la deuxième, quelles sont les modifications possibles. Tout est en référent de bas de page. Donc j'invite les lecteurs à ne pas seulement se contenter de lire le contenu là, mais de regarder après les références. Les référents de bas de page. Très bien. En tout cas, honorable, c'est fait un grand plaisir et un grand honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission. Et merci surtout pour votre disponibilité.